Europe 1 Soir Week-end. Victor Pourchet. 18h29, presque 30, il faut le dire, à quelques secondes près. Vous êtes bien dans Europe 1 Soir Week-end, de l'info et du débat. Le débat, on y vient. On parlait des Jeux Olympiques juste avant, on va y rester. Pour cela, j'accueille dans ce studio Émilie Zapalski. Bonsoir. Bonsoir. Communicante politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Bernard Cohen-Haddad, bonsoir. Bonsoir. Essayiste, entrepreneur, président du think tank Étienne Marcel. Je signale aussi votre livre « L'avenir appartient aux PME ». C'est aux éditions Duno, les PME. On va aussi en parler. Tiens, peut-être tout de suite. D'ailleurs, je voulais vous faire écouter l'inquiétude des restaurateurs parisiens avant les Jeux Olympiques. On en a parlé dans le journal. Écoutez ces autres témoignages recueillis par Yoann Madec, notre reporter européen. Une des premières semaines où il fait vraiment beau et chaud, un samedi midi, on a fait 54 € de chiffre d'affaires. Un samedi midi, on sera jamais à très très haut non plus, mais c'est autour de 2000, 3000 quoi, donc c'est compliqué. Ça va pas être tenable longtemps. Si ça s'arrête pas d'ici vendredi, je pense qu'on va être obligé de fermer pour quelques jours. Le personnel, la marchandise, les charges, faut payer tout ça. Mais s'il n'y a pas de sous qui rentrent, on fait comment ? Vous l'entendez, donc cette inquiétude des restaurateurs. On a eu aussi d'autres débuts de mouvements sociaux. Je pense aux différents appels à la grève, la SNCF, la RATP. Tiens, même les danseurs. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Les danseurs de la cérémonie d'ouverture. Bernard Cohen-Haddad, je me tourne d'abord vers vous. Est-ce que les Jeux Olympiques, alors oui, au niveau affichage, on nous dit ça va être super beau et on n'en doute pas. On espère que ce sera super beau, mais est-ce qu'il n'y a pas une crise sociale qui est en train de couver là ? Il y a certainement déjà une volonté de faire en sorte que ce soit une aubaine pour les entreprises et pour la France en matière d'attractivité. C'est ce qui était affiché. C'est ce qui est affiché, on l'a assez écrit, on l'a assez défendu, il faut que ça reste une fête. Et on s'aperçoit que ça va pas être la fête tout de suite, que c'est beaucoup de contraintes, beaucoup d'angoisse, et on le voit bien, ça va pas être la fête des entreprises en matière de mobilité. On l'a évoqué dans le témoignage, en matière aussi de présence dans les restaurants, dans les terrasses, après un début d'été qui a été catastrophique avec des pluies diluviennes. Et puis, on le voit bien aussi avec un poignet moyen qui se baisse. Donc, on a effectivement des gens qui, y compris chez le boucher, y compris chez le boulanger, y compris en restauration, se déplacent moins, dépensent moins, et des touristes qui ne sont pas là, alors qu'on attendait beaucoup de touristes étrangers et français. Émilie Zapalski, est-ce qu'il n'y a pas aussi le contre-coup de cet affichage ? C'est-à-dire que ça fait des mois qu'on nous dit que ça va être une grande fête et messieurs les commerçants, messieurs les restaurateurs et mesdames les restauratrices d'ailleurs, vous allez pouvoir en profiter. Et là, au moment où ça arrive, une semaine même avant que ça arrive, on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, moi je pense qu'au bout du bout, ça va être une belle fête et on en sera fiers, on sera content. Vous faites partie des optimistes. Oui, je pense qu'il faut toujours l'être et globalement c'est comme ça se passe. C'est des gros événements, c'est quand même assez compliqué. Moi j'ai l'impression que ça rappelle un mauvais souvenir et un bon souvenir. Mauvais souvenir, c'est les QR codes. Ça quand même, chez les Parisiens et chez les restaurateurs et chez tout ça, c'était quand même des mauvais souvenirs. QR code nécessaire pour accéder à certaines zones sécurisées. Ouais, je pense plutôt au Covid et à toutes ces lettres quand on sortait pas. Et le bon souvenir, c'est le quoi qu'il en coûte. Et quelque part, on a quand même des entreprises qui font un petit peu monter les enchères à une semaine des Jeux Olympiques. Vous avez parlé des danseurs aussi, un petit peu cette crise sociale qui est sous-jacente, qui émerge comme ça à des moments quand même particuliers qui leur permettent d'avoir un petit peu de force de frappe. Enfin, en tout cas, le rapport de force avec l'État est un petit peu plus important. Je dis pas qu'ils demandent forcément des aides ou quoi, mais c'est une façon d'alerter sur leur situation. On sait que c'est compliqué quand même pour certaines PME. D'ailleurs, depuis le Covid, parce qu'il y en a qui ont eu du mal à rembourser leurs prêts garantis par l'État. Il y en a qui ont du mal au niveau croissance, activité, et il y en a qui ont du mal parce qu'on voit que les défaillances, il y a des petits signaux d'alerte quand même qui sont assez présents. Donc voilà, c'est un moment propice pour alerter. Moi, j'ai l'impression là, d'abord, on n'est pas tout à fait dans les JO, encore. Il y a beaucoup de peur aussi, que ça se passe pas bien. Encore une fois, je pense qu'on saura s'adapter. Bien sûr que c'est particulier, hein, même de voir Paris comme ça et de se dire où est-ce que je peux aller, même pour dîner. Est-ce que je peux aller dîner? J'ai pas de QR code, même en tant que Parisien. C'est compliqué de recevoir cette information. Je pense que petit à petit, je pense que à la fois les entreprises, le public et les Parisiens sauront s'adapter à cette situation. Et je reste toujours optimiste. Oui. Vous parliez du bon souvenir du quoi qu'il en coûte, mais si on a bien entendu, et je pense que les patrons de PME ont bien entendu Bruno Le Maire ces derniers mois, Bernard Cohen-Haddad, le quoi qu'il en coûte, on nous a dit et répété que c'était terminé. Hein. C'est pas la première fois. Oui, c'est terminé, mais vous savez, ça fait quand même 18 mois qu'on travaille avec, je parle de Paris-Île-de-France, l'État.
sur les conséquences d'une baisse de chiffre d'affaires dans les entreprises, avec une capacité aussi de chômage partiel, il faut quand même le dire, d'un fonds de solidarité en cas de baisse aussi liée à l'activité économique, en cas, on ne sait pas ce qui peut arriver, il peut y avoir aussi un risque d'attentat. Vous savez que aujourd'hui, on n'est pas dans une période rassurée, on voit des agressions tous les jours, et puis il y a aussi une inquiétude liée tout simplement à l'après. Deux chiffres, entre le deuxième trimestre 2022 et le 2023 et le deuxième trimestre 2024, on a plus de 23% de défaillance d'entreprise. Il y a des signaux. Et parmi ces 23%, ce sont 75% des TPE-PME de moins de 50 salariés. Donc vous voyez que l'ambiance n'est quand même pas à la fête, même si, comme l'a dit Émilie, on a tous intérêt à ce que les Jeux Olympiques soient une fête d'attractivité, une fête des métiers, une fête des savoir-faire, une fête aussi d'accessibilité. Malheureusement, c'est un peu difficile de se déplacer à Paris. Tout le monde n'aura pas des places. Mais si on peut utiliser ce moment-là pour montrer qu'on est dans une belle ville et aussi dans l'ensemble des sites olympiques, les métiers et l'activité économique ainsi que les entreprises participent à cette activité-là, ce sera déjà gagné. C'est pour ça qu'il faut rester positif. On se donne rendez-vous après le mois de septembre pour savoir si on aura gagné ce pari-là. Émilie Zapalski. Oui, j'ai l'impression que souvent, justement, on présente ces événements, et je pense que le gouvernement y est pour quelque chose aussi, parce que comme on veut vraiment réussir, c'est sous la contrainte, c'est-à-dire la sécurité. Bon, on comprend bien, et vous l'avez dit, il y a quand même un risque attentat, mais du coup, on contraint un petit peu, alors qu'en effet, c'est plutôt une ambition positive, c'est plutôt un investissement, ce qui se passe pour les JO. Mais moi, au-delà des JO, je pense que ce qui est plus inquiétant et qui met en suspens un petit peu les projets et qui inquiète pour l'avenir, c'est ce qui se passe surtout à l'Assemblée nationale et au niveau du gouvernement, parce que là, alors si là c'est les 3 semaines et encore c'est 10 jours, je pense les JO c'est 15 jours quoi. Ça va être un cap un peu difficile et je pense que ça va bien se passer, mais c'est surtout pour l'après et c'est vrai qu'on a aucune visibilité sur ce qui va se passer sur les projets de loi. Il y avait quand même un projet de loi, ne serait-ce que simplification, qui devait avoir lieu pour justement tout le milieu des entreprises. Qu'est-ce qui se passe? Il est en arrêt. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas tout faire par décret non plus quand même. Donc, et je pense que ça crée beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété, y compris au niveau des particuliers, des gens, des citoyens qui s'arrêtent d'acheter des logements, qui s'arrêtent d'acheter, de dépenser à tout va parce qu'ils savent pas de quoi va être fait demain. Je pense que ça pèse encore plus que les JO, je pense. Et vous croyez donc à un scénario, alors je sais pas si c'est la bonne expression, mais cocotte minute olympique, où on fait monter la pression et bam, en septembre, au moment où on aura probablement, peut-être pas encore le nouveau gouvernement, ça explose avec du monde dans la rue? En tout cas, il y a tous les ingrédients, parce qu'on sait qu'il y a une espèce de colère sociale et une colère tout court qui est là. Depuis, moi je dirais les gilets jaunes finalement, c'est quelque chose qui est présent. Il y a des gens qui se sentent pas pris en compte, et d'ailleurs les PME, les TPE aussi, parce que c'est vrai qu'elles sont pas toujours traitées comme les grands groupes, ou alors c'est au bout du bout on pense à elles. Donc oui, il y a tous les ingrédients pour que ça explose depuis plusieurs années. Et là en plus, avec un gouvernement qui risque d'être affaibli, avec cette situation quand même compliquée, un président qui est un petit peu, qui a une parole démonétisée, oui, ça laisse libre cours à quelque chose de plus radical. On en parlait, c'est pas la solution, c'est vraiment pas la solution, mais parfois les mouvements sociaux on les maîtrise pas. Mais alors, si cette colère en septembre arrive dans la rue, elle sera dirigée contre qui? Pour donner une image, sur les panneaux, sur les cartons en manifestation, il y aura marqué les noms de qui comme coupable. Est-ce que ce sera Emmanuel Macron, dont on dit il est affaibli et il aura du mal à imposer ses choix? Est-ce que ce sera le gouvernement actuel qui est démissionnaire, qui ne gère que les affaires courantes? Est-ce que ce sera les parlementaires qui n'arrivent pas à s'accorder? Sur qui cette colère, elle pourrait réagir, Bernard Cohen-Haddad? Écoutez, déjà, la colère, elle rejaillit sur le président de la République qui a raté sa dissolution, puisqu'il est dans une situation où la majorité qu'il avait avant est pire, c'est-à-dire l'absence de majorité, et qu'on se retrouve dans une situation plus instable qu'en 2022, avec une radicalisation de ce que j'appelle deux blocs identitaires, extrême gauche et extrême droite, qui n'ont pas prévu tout simplement d'arrêter la guérilla, les pétarades médiatiques, les interventions au sein de l'Assemblée nationale. Preuve en est les provocations encore hier de Monsieur Thomas Porte. Donc vous voyez très bien, et je vous fais grâce de Madame Panot, de Monsieur Boyard et consorts. Donc on voit bien qu'on est dans une dynamique de radicalisation politique, avec bien entendu une volonté de déstabilisation de l'activité économique, alors que nous,
l'ensemble du monde économique, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des investisseurs, l'ensemble des créanciers veulent le maintien de la politique de l'offre, c'est-à-dire une stabilisation, la baisse, bien entendu, du déficit public, la baisse de la dette publique, un programme budgétaire qui est quand même plus sécurisé vis-à-vis des investisseurs. On entend même certains patrons de PME dire, bon, finalement, au bout d'un moment, n'importe quelle politique, si vous le voulez, mais une politique stable. Et c'est tout l'inverse. Oui, l'arrêt des politiques de stop and go, non pas cette politique anxiogène qu'on a pu entendre d'augmentation de la taxation, d'augmentation, comment dirais-je, des privatisations, l'augmentation aussi de tout ce qui peut considérer l'ensemble des taxes fiscales et sociales. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une stratégie de gros dos et on attend bien entendu la nomination du futur gouvernement qui pourra, nous l'espérons, avoir une ligne politique plutôt, on va le dire, Émilie, mais elle est plus à même que moi dans ses analyses, une politique de droite ou de centre-droit pour continuer une politique économique de la demande et de l'offre surtout, afin d'éviter que nos entreprises soient écartelées, parce qu'aujourd'hui, on a beau rogner sur les marges, je parle des PME, des commerçants, des artisans, des indépendants, ceux de moins de 20, ceux de moins de 50, qui ne s'en sortent plus parce que on est dans une économie mondialisée et les autres ne nous attendent pas. Et on entend donc votre souhait. Émilie Zapasky, qui a intérêt dans cette situation-là c'est ça la question, surtout. à entrer dans un gouvernement? Parce que tout le monde a certainement envie d'avoir le pouvoir, de pouvoir mener son programme. On pense au NFP. D'abord, faudrait qu'il trouve un Premier ministre, mais je suis sûr que les négociations vont se poursuivre. Mais est-ce que vraiment, même la gauche a intérêt maintenant à entrer dans un gouvernement? Je pense que c'est un casse-tête, parce qu'en effet, déjà, si on voulait vraiment, il n'y a pas de majorité, et même pas de grosse majorité relative qui se dessine même à droite et centre-droit, si on imagine Macron avec les Républicains. Et de l'autre côté, à gauche, c'est difficile aussi. Et en effet, comme vous le dites, c'est pas le meilleur moment, parce que comme il n'y aura pas une majorité relative suffisante, il y a une motion de censure quasiment assurée derrière. Donc, il n'y a pas de stabilité, et on risque de prendre toutes les foudres des populations en disant, vous voyez, si c'est la gauche, vous n'arrivez pas à démêler les choses, et si c'est Macron, c'est la suite de la politique qui nous a déçus. Donc on est dans un jeu de dupes où tout le monde gagne du temps? Je pense que ça va être surtout gros bazar pendant un an, parce que je vois pas comment ça peut s'arranger. Est-ce que ça mettra la question de la démission du président sur la table ou pas? Je sais pas. Mais je vais en rajouter une couche, c'est le déficit. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais il va y avoir aussi des exigences de la Commission européenne, parce qu'on a un déficit excessif. Ça va nous amener à devoir faire des économies sur un rythme beaucoup plus important que ce qu'avait prévu le gouvernement précédent. Et ça peut aussi faire peur. Non, je pense qu'on est vraiment dans une situation explosive, et pourtant, je trouve qu'il y a des éléments, on en parlait, il y a des éléments qui pourraient être positifs, et on attendait d'un Emmanuel Macron ou de quelqu'un qui porte quelque chose, un message un peu plus positif, plus ambitieux, pour essayer de redonner du courage à ces acteurs économiques qui sont un petit peu débordés par ce qui se passe, par la concurrence mondiale ou quoi. Il y a dans le domaine de l'écologie, il y a des secteurs où on aurait pu essayer d'inventer quelque chose. Là, c'est vrai que vu la situation, on a du mal à voir du positif qui pourrait être fait dans l'année qui vient, avec en plus le déficit qui va nous plomber, quoi, mais bon, on va, la France, encore une fois, moi je reste très optimiste, décidément. La France, elle est résiliente. Elle arrive peut-être en bout de course par rapport à ses voisins, à tout ce qui se passe, mais elle saura se réinventer. Le temps file, et je voulais vous entendre sur cette déclaration dont vous avez fait mention, Bernard Cohen-Haddad, celle de Thomas Porte, toujours en lien donc avec les Jeux Olympiques. Le député insoumis qui, lors d'une manifestation pro-palestinienne, prend le micro et dit « La délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris ». Évidemment, on a entendu le tollé dans la communauté juive de France. Bernard Cohen-Haddad, votre réaction à ces mots? Ma réaction, c'est qu'on est du côté de LFI dans une politique depuis de nombreuses années qui vise tout simplement à mettre l'index sur l'État d'Israël et au-delà la communauté juive en France, tout simplement. Il y a une vraie haine, moi je le dis sans embâche, il y a une vraie haine d'un certain nombre d'élus vis-à-vis de la communauté juive, avec des menaces qui visent leur intégrité physique. Je me demande comment on peut encore accepter ce type de propos vis-à-vis d'un État qui est un État démocratique, je pense à l'État d'Israël, et je fais cela abstraction avec la politique de Benjamin Netanyahou. Ce sont deux choses différentes. Comment aujourd'hui on peut
jeter le discrédit et mettre une épée de Damoclès sur un certain nombre de membres de la communauté laïque ou pas, et on conduit un certain nombre de juifs français, de Français juifs, à s'invisibiliser dans la communauté. Et c'est ça que je trouve extrêmement grave. Et Émilie Zapalski, je précise d'ailleurs que Thomas Porte a repris la parole après ces propos-là et en fait se défend en disant faut pas qu'il y ait deux poids deux mesures. La Russie ne peut pas, vu ce qu'elle fait en Ukraine, ne peut pas participer au JO. C'est le CIO qui l'a décidé et donc lui, la manière dont il se défend, c'est en disant je veux que ce soit pareil, pas pour le régime de Benyamin Netanyahou. Non, mais ce qui est terrible, c'est que en plus il y a une stratégie électoraliste derrière et qui fonctionne, puisqu'on a vu que dans les quartiers, dans un électorat musulman, ça fonctionnait. Donc c'est terrible parce que c'est un sujet qui est hyper inflammable, avec une communauté juive, comme vous l'avez dit, très importante, c'est la plus importante d'Europe en France, et une communauté musulmane qui est importante aussi. Donc forcément, le conflit, il est importé. C'est terrible de jeter encore des flammes là-dessus. Moi, je trouve que c'est scandaleux ce qui se passe à gauche sur ce sujet-là. C'est très difficile d'avoir des propos nuancés sur le Proche-Orient. Et moi, je trouve que c'est scandaleux de mélanger les Israéliens avec, comme vous l'avez dit, la politique du gouvernement israélien qui est sous sanctions internationales ou quoi. C'est lamentable de faire ça, et en plus quand c'est à des fins électoralistes. Et nul doute que cette polémique, nous en reparlerons, nous en aurons l'occasion. Merci à vous deux, Émilie Zapalski, communicante politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil, Bernard Cohen-Haddad, essayiste, entrepreneur, président du think tank Étienne Marcel. Je signale votre livre L'avenir appartient aux PME, c'est aux éditions Duno. Dans un instant, vos chroniques de l'été. Tiens, un avant-goût, couple royal et bouchon lyonnais. Si avec ça vous n'avez pas envie de rester, je peux plus rien faire pour vous. Ne bougez pas, on revient tout de suite.